Bonjour, je suis Manon. Dans ce nouveau podcast proposé par Audilab, je vous emmène à la découverte de Philippe Berquin, un navigateur sexagénaire qui s'est lancé le défi de parcourir 7500 km à bord d'un voilier de 6,50 m. Au départ de la prochaine Mini Transat, l'objectif de Philippe est clair, relier les Sables d'Olonne à Saint-François en Guadeloupe, en solitaire et sans aucune assistance. Toujours plus loin, toujours plus haut, Philippe n'est pas à son coup d'essai, et il repousse, une fois de plus, ses limites et se lance dans un nouveau challenge. Mais la réalité de son âge, ses doutes ou la jeunesse de ses concurrents seront-ils un frein à sa soif de défi ? Découvrons ensemble Philippe Berquin, l'homme aux 100 défis. Bonjour Philippe. Bonjour Manon. Merci de ta venue. Alors, peux-tu me dire, qui es-tu ? Ah Manon, ça c'est une vaste question. Bon, je vais essayer d'y répondre simplement et de façon la plus courte possible, mais c'est pas facile. Quand on a 64 ans, puisque je vais avoir bientôt 64 ans, on a évidemment un parcours un peu long et donc c'est pas toujours facile de résumer. Mais bon, je vais faire court. Aujourd'hui, je suis navigateur. Mais je n'ai pas toujours été navigateur, J'ai travaillé, normalement j'ai fait des études de droit, et mon père disait toujours le droit mène à tout et à rien. Il avait raison parce que mon premier métier ça a été de faire des voiles de bateau à La Rochelle, donc toujours dans cette passion du bateau que j'ai toujours eu bien sûr. Et puis j'ai une entreprise, ensuite j'ai changé, je suis devenu consultant pour un grand client qui était la SNCF et j'ai fini par travailler pour la SNCF pendant 25 ans où j'ai eu des postes à responsabilité jusqu'à diriger plus de 1000 personnes. Et le moment de la retraite est arrivé, je l'ai un petit peu anticipé. J'ai décidé à 62 ans d'arrêter de travailler, en tout cas ce travail, d'en choisir un autre, qui est celui de poursuivre ma passion pour le sport et la voile notamment. Et donc de me lancer dans une nouvelle transat atlantique à la voile en solitaire. Alors, sur le parcours sportif, on ne devient pas comme ça navigateur du jour au lendemain. Je l'ai dit, j'ai un parcours sportif très différencié. Je fais plein de choses. J'ai traversé le Sahara plusieurs fois en char à voile, en speedsail, pour ceux qui savent ce que c'est une planche à roulettes avec une voile. Je fais des rallyes moto africains bien connus, de la chute libre en parachute, etc., etc. Donc, j'ai toujours essayé, pour rythmer mon métier, qui est un métier très demandeur d'énergie, j'ai toujours essayé de recréer cette énergie, de renouveler cette énergie par des grandes parenthèses et des parenthèses sportives qui, à côté des efforts que je faisais au boulot, qui sont des efforts plutôt mentaux, on va dire, intellectuels, et ben là, ça me libérait, je faisais travailler mon physique. Et voilà pourquoi aujourd'hui, encore à 63 ans et bientôt 4, je continue à faire du sport un peu, parfois considéré comme extrême. Quel domaine j'affectionne particulièrement, en tout cas dans le domaine sportif ? Tout simplement, c'est évidemment la voile. C'est la bonne réponse. Ça fait depuis toujours, mes parents avaient un petit dériveur. Et dès enfant, bien sûr, j'ai navigué, j'ai appris à naviguer avec eux. Et ensuite, tout seul, je dirais, j'ai skippé, comme on dit, des tas de bateaux, fait des tas de courses au large en étant étudiant. Et ensuite, bien sûr, après, dans mon métier, parce que je faisais des voiles de bateau, je naviguais beaucoup, je faisais des courses. Et puis après, un peu moins, quand on devient consultant et qu'on a un costume cravate à Paris, on est un peu moins disponible pour naviguer. Mais ça a quand même été le fil directeur, ça a toujours été dans ma vie la voile, oui, c'est sûr. Est-ce que j'ai des personnes qui m'ont inspiré ou qui m'ont aidé quelque part à réaliser ce que je réalise aujourd'hui ? Oui, c'est une bonne question. J'essaye de pas être fan. Je suis pas fan de quelqu'un. Mais il y a quand même des gens qui m'ont inspiré, c'est sûr. Je pense à Moitessier, Bernard Moitessier, qui est un navigateur qui a inspiré plein de gens de ma génération et des générations d'après d'ailleurs, qui était un grand navigateur, qui était le premier à avoir fait un tour du monde en course, en solitaire, et puis qui s'est pas arrêté au bout de son tour et qui s'est dit non, j'ai pas envie de rentrer. Il a refait un demi-tour après. Et il n'a pas gagné la prime qui était de 20 ou 50 ou 60 000 livres, puisque c'était une course anglaise à l'époque. Il se dit, je m'en fiche, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est me sauver moi-même. Et ma vie était en merde, donc il a continué. Bon, c'est quelqu'un d'inspirant, bien sûr. Il y a des gens comme Paul-Émile Victor, des grands explorateurs, Shackleton, qui sont aussi des explorateurs, des gens qui ont navigué dans des conditions qui sont tellement pires que les nôtres, avec des moyens très faibles, avec encore des sabots en bois sur le pont avec de la paille comme chaussettes. Et comme ciré, c'était des vareuses graissées à la graisse de phoque. Enfin, on n'imagine plus des choses comme ça. Et ces gens étaient des véritables héros, des gens qui partaient vers l'inconnu. Et puis, aujourd'hui, j'apprécie aussi des types comme Mike Horn. Moi, on me dit toujours, Philippe, tu es un peu un aventurier. Non, par rapport à un type comme ça, j'arrive même pas au début de sa semelle. C'est même pas de sa cheville, c'est sa semelle. Ce sont des types incroyables qui peuvent être des modèles et qui peuvent montrer qu'avec le mental, on peut faire beaucoup de choses. Un aventurier, c'est quelqu'un qui sort des sentiers battus.
pour moi, c'est ça qui est important. On a, dans nos vies d'aujourd'hui, on le sait tous, c'est quand même relativement tracé. On fait des études ou pas, mais enfin, ensuite, on a un métier. Même si les jeunes, aujourd'hui, changent plus facilement de métier qu'à mon époque. Mais enfin bon, on a un sentier qui est plutôt bien tracé. Alors, on peut être aventurier professionnel, mais n'en parlons pas, ça, on sait ce que c'est. Mais aventurier dans son quotidien, quand on est quelqu'un comme moi, c'est sortir justement des sentiers, c'est d'aller chercher de nouvelles quêtes, de se faire peur. C'est aussi important pour moi de créer de la peur, d'avoir peur. Quand on a peur, quelque part, on existe, on vit. Et c'est aller franchir des obstacles qu'on pense impossibles à franchir, et on s'aperçoit qu'avec le mental, on y arrive. C'est tout ça, être un aventurier. C'est pas nécessairement faire des trucs impossibles et monter sur l'Everest. C'est déjà sortir de son quotidien, s'engager un peu physiquement. Je pense que c'est déjà quelque chose d'important, et c'est ça le début de l'aventure. Quel a été mon premier défi et à quand remonte-t-il ? Je pense que le premier, c'était avec mon dériveur, là, mon petit dériveur avec mon frère, François. On était sur la Côte d'Azur à ce moment-là. Il y avait en face une péninsule qui était très loin, là, qui s'appelait... c'est Saint-Raphaël, mais pour nous, c'était une péninsule, c'était une île. Et nous, on était en face. Et un jour, on s'est dit, allez, on prend le risque. Alors, on voyait pas bien cette terre à l'horizon. On s'est dit, allez, on va le faire. Et on est partis tous les deux avec notre petit dériveur, sans aucune sécurité d'ailleurs, on est partis comme ça. Et ça a été une petite aventure, parce qu'il y a eu un peu de vent, il y a eu toutes les conditions. Et c'était déjà, arrivé au bout, à revenir, c'était déjà une victoire incroyable. Qu'est-ce qui me motive à me lancer ces défis, puis à en refaire, en faire et refaire encore ? Je pense que c'était essentiel dans ma vie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un moteur. Le moteur... travailler intellectuellement dans un costume avec une cravate, gérer des budgets énormes, des équipes énormes, ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup d'engagement. Mais je le dis, c'est surtout intellectuel. Et physiquement, finalement, c'est fatigant. Ouais, mais c'est fatigant, c'est pas parce qu'on fait un effort physique, c'est fatigant tout court. Et j'avais besoin, moi, de régénérer mon corps, mon esprit, en partant dans des espaces différents, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est ça, pour moi, le moteur à chaque fois, ça a été de chercher des défis qui me correspondent, mais que je n'avais pas nécessairement fait auparavant. Quand je suis parti traverser l'Atlantique à la rame, c'était quelque chose que peu de gens ont fait d'abord. Et c'était c'était pas un sport de confort, c'était se lancer dans un truc qui est très très compliqué, très nouveau, et qui me permettait de revenir avec un esprit neuf, un œil neuf sur le monde, sur moi-même. Et c'est ça qui m'a à chaque fois fait avancer. Chaque aventure est un nouveau challenge. Alors quel a été mon plus gros défi ? Alors, le plus gros, c'est celui dont je viens de parler, c'est la première traversée de l'Atlantique à la rame avec Audilab comme partenaire. Ça, c'est l'inconnu. C'était inconnu d'abord parce que moins de personnes ont traversé l'Atlantique à la rame que de personnes sont allées dans l'espace. Ça veut dire que c'est pas commun quand même de faire ça. Je suis parti avec Gilles Pontieux, un camarade. Moi, je l'ai fait en double à cette époque qui avait la maladie de Parkinson. Et ça aussi, c'était un gros risque parce que on savait pas du tout comment il allait réagir, comment ça allait se passer. Et puis la rame, on sait quand on part, on sait pas quand on arrive. Très franchement, on est très dépendant des éléments. C'est un peu risqué. D'ailleurs, on s'est retourné 2 fois au milieu de l'Atlantique. Et quand on est à l'envers et qu'on nage autour du bateau, croyez-moi que le cœur marche à 300% là. Et donc ça, je pense que ça a été l'aventure la plus engagée. Oui. Alors on peut se demander, mais qu'est-ce qui me pousse toujours à me surpasser et pourquoi toujours des nouveaux défis ? Tout simplement, je crois que pour moi, en fait, réaliser ce que je réalise, c'est tout simplement réaliser que j'existe et que je vis. Et c'est aussi simple que ça. Je crois que ça donne de l'intensité à la vie. Je pense que c'est très différent par rapport au fait de rester statique dans son monde. Sortir de son confort, ça permet de s'apercevoir que on vit. Est-ce que j'ai des événements marquants ou des anecdotes qui ont marqué ma vie de sportif, on va dire de sportif engagé ? Alors là, j'en ai des palanqués. J'en ai des tristes et des heureux. Un très triste, c'est que j'ai perdu un ami dans une course dans le désert, dans le Sahara, en char à voile, où on a été pris par une tempête de sable, d'une chaleur impossible. Enfin, c'était incroyable, quoi. Comme dans les films, quoi. Et malheureusement, lui, il s'en est pas sorti. Il est mort. Philippe Poulet, je l'ai pas oublié. Ça fait maintenant presque une vingtaine d'années. Et puis
Et puis, ça marque à vie. Quand vous revenez au campement et que votre camarade n'est pas avec vous, c'est terrible. C'est terrible. Et puis, des anecdotes merveilleuses, j'en ai plein, des rencontres notamment avec les animaux, avec des baleines. Enfin, c'est quelque chose d'extraordinaire. On se rend compte, on est face à la nature, à la vraie nature, pas celle qu'on voit dans les eaux ou à la télévision. Vous êtes dans votre bateau, vous êtes réveillé par un bruit. C'est le souffle d'une baleine. C'est quelque chose carrément extraordinaire. Il y a ça, mais il y a beaucoup d'autres joies simples. Je me souviens d'avoir traversé la Corse par le fameux Gervin, le sentier du Gervin, qui fait 180 km, et chaque matin était un émerveillement quand on voyait ce soleil se lever dans cette nature pure et extraordinaire qu'est la Corse. Voilà, des plaisirs, il y en a plein, et des rencontres. Les rencontres, c'est essentiel. Je crois que le plus important dans tout ça, ce sont les rencontres. Vous savez, dans le désert, on a toujours l'impression qu'on est seul. Et je me souviens d'une fois où j'avais crevé avec c'était mon Spitzel, là, ma planche à roulettes. Et j'avais crevé les 4 roues d'un coup. J'étais rentré dans un banc d'épineux, on va dire. Et puis j'étais là, désespéré, à force de pomper pour essayer de regonfler mes pneus. J'avais cassé ma pompe à vélo. C'est une pompe à vélo toute simple. Et puis j'ai vu un gars arrivé habillé assez noblement, on va dire, avec un beau chèche, enfin bref, ça semblait pas être un nomade du désert. Et puis il s'est mis à genoux, il s'est sali avec moi, il s'est sali les mains dans la graisse, parce que tout ça est un peu dégoûtant, enfin sale. Et puis au bout d'un moment, il m'a dit, en fait, c'était le gouverneur de la province du sud Maroc, puisque à ce moment-là, on était dans le sud Maroc, dans le Sahara occidental, et qui passait par là, et qui est sorti de sa voiture, et avec c'était beaux atours, je crois qu'il allait à une belle réunion, ou je sais pas quoi, et il s'est mis à 4 pattes avec moi pour essayer de réparer mon Spitzel. Bon, ce sont des moments assez uniques. Quand tu ne navigues pas, quel est ton quotidien ? Que mets-tu en pratique pour préserver ta santé ? Mon quotidien, quand je navigue pas, c'est le quotidien de tout le monde. Finalement, je vis tout à fait normalement, mais peut-être que ce que je fais en plus, c'est par rapport à certains, bien sûr, c'est un peu de sport. En fait, je fais du sport tous les jours. Non pas de façon d'un grand sportif qui s'entraîne pour les Jeux Olympiques, mais j'essaye de caser dans ma journée, enfin je la case tous les matins d'ailleurs, au moins 30 à 45 minutes de gymnastique cardio, pas spécialement de poids ou de choses comme ça, parce que c'est plus le moment de le faire. Et puis ensuite, c'est vrai que toutes les bonnes recettes d'hygiène que l'on entend à la radio ou à la télévision, je les pratique. C'est-à-dire si je prends le métro, je vais marcher et je vais prendre des escaliers. Je vais éviter de prendre les ascenseurs. Évidemment, dans l'alimentation, je fais un petit peu attention. J'aime beaucoup le bon vin et il faut que je me restreigne. C'est dommage, mais voilà, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup le rhum aussi, mais il faut se restreindre. Voilà, je fais donc un petit peu attention, mais sans que ce soit drastique et que ça rende la vie impossible. Pour moi, c'est essentiel de se faire plaisir. Le sport, ça doit rester un plaisir. Et c'est vrai que des champions de haut niveau font 3, 4, 5 heures de sport par jour. Je ne sais pas s'ils ont toujours un plaisir à le faire. Moi, dans mon système où pas trop d'extrêmes, je m'en sors pas si mal et je m'en contente. Alors, il faut savoir que je suis à la retraite officiellement aujourd'hui, et qu'elle est assez sportive, c'est vrai. Mais en fait, ça n'est pas venu par hasard. C'est un long cheminement, comme j'ai pu l'expliquer jusqu'à maintenant. C'est un cheminement sportif. Toute ma vie, j'ai continué, même parfois quand c'était compliqué, parce que j'avais les enfants, parce que le boulot, les déplacements, j'ai toujours essayé de ménager un petit moment pour, quelque part, arriver à la retraite dans un état physique qui me permette de continuer ce que j'avais fait toute ma vie durant, c'est-à-dire des petites aventures, mes traversées de l'Atlantique ou des treks dans le désert, ou enfin toutes ces choses-là. Donc moi je pense que pour être heureux à la retraite, il faut être bien sûr en meilleure santé possible. Et donc c'est ce que j'ai essayé de mettre en œuvre en me préparant doucement, sans faire d'excès sportif, s'entend, et sans être un accro du sport, parce que ça existe, mais toujours en faisant un petit peu de sport, en se maintenant, et c'est ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir assurer les défis que je me lance encore. Alors, le plus compliqué dans tout ça, c'est d'entretenir l'envie, la passion, parce que finalement, c'est comme tout dans la vie, les choses s'étiolent. Mais pour moi, c'était comme
le sport, les grands espaces, l'effort, c'est quelque chose d'essentiel. L'engagement, c'est quelque chose d'essentiel. Pour moi, c'est assez facile ça s'entretient tout seul. Ça s'entretient tout seul. Je suis comme tout le monde. Le matin, parfois, je me lève de travers. Et plus ça va, plus c'est comme ça avec l'âge. Et j'ai pas du tout envie de me mettre à faire mes 45 minutes de sport. Mais voilà, c'est devenu une habitude. C'est devenu presque une nécessité. Et je sais que pour continuer, après même ce que je suis en train de faire avec Audilab, cette transat en solitaire, en bateau de 6,50 m, il y aura d'autres exploits. Enfin, d'autres exploits, c'est un grand mot. Il y aura d'autres aventures. Voilà. Il y aura d'autres aventures à construire et à faire. Et donc, il est nécessaire de s'entretenir pour ça. Pour moi, c'est essentiel. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, il y a aussi un travail intellectuel à entretenir. Pour moi, toutes ces aventures, elles se préparent. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Il y a du travail. Il faut parfois créer une structure. Il faut trouver des partenaires. Il faut faire de la comptabilité. Il faut travailler avec des fournisseurs. Il faut réfléchir. Par exemple, la voile, c'est un sport très compliqué. Techniquement, bon. Et c'est très important pour moi de faire travailler son intellect. Alors, bien sûr, je le fais un peu de façon extrême, entre guillemets, mais il y a plein d'autres choses que je conseille, moi, à tous ceux qui veulent rester en forme après la retraite. C'est d'avoir des relations sociales, de rencontrer des gens à travers le sport ou à travers d'autres activités, mais de faire marcher son intellect, ça, pour moi, c'est essentiel pour continuer à bien vieillir. Ménager sa monture, c'est pas trop mon truc. C'est terrible à dire. Alors, je l'ai fait, puisque tout à l'heure, je disais que je faisais un peu tout avec parcimonie pour éviter les excès. Mais parfois, je vais un peu loin. Dans le sport, je vais un peu loin. J'ai pris des risques vitaux dans ma vie. Plusieurs fois, j'ai failli laisser ma peau. Est-ce que c'est ça, être tranquille? Non, je ne suis pas quelqu'un qui ménage sa monture. Mais par contre, je pense qu'il y a des moments où il faut savoir s'arrêter, dire stop, pour se reprendre, pour se refaire une santé avant de redémarrer autre chose. Alors ça, c'est ménager sa monture. Par contre, dans mon engagement, je ne me ménage pas beaucoup. Promouvoir le bien vieillir, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel parce que c'est quelque chose auquel je crois. Je crois qu'aujourd'hui, je sais aujourd'hui qu'on est à peu près 20 millions de plus de 60 ans et ça va cesser d'augmenter, comme chacun sait. Donc les seniors vont augmenter et que si on a sur 20 millions, 15 millions de seniors grabataires, ça va pas aller pour l'économie, pour tous. Pour moi, c'est vraiment essentiel pour bien vivre, d'être dans la meilleure santé possible. Alors évidemment, tout se dégrade, c'est la vie, c'est comme ça, on ne reviendra pas là-dessus. Mais pour moi, il est vraiment important de s'entretenir. Pour moi, c'est essentiel de commencer, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu avant la retraite. On n'est pas obligé de le faire toute sa vie, comme je l'ai fait, mais on peut le faire un petit peu avant la retraite, commencer à marcher, à bouger, à faire des balades, des randos, etc., du VTT un petit peu, si on peut, bien sûr. Et puis, continuer comme ça, et on passe la retraite, et on continue avec ces objectifs-là, qui sont de rester en bonne santé, de bouger, d'éviter d'être un peu trop statique devant la télévision avec des bières. Ça, c'est certainement pas la meilleure façon de vieillir. Et donc, on aura une population beaucoup plus heureuse et en bonne santé dans sa seniorité, plutôt qu'une population malheureuse, grabataire, qui va souffrir de sa fin de vie. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut bouger, continuer à bouger, sans arrêt bouger, réfléchir, rencontrer, et c'est ça qui permet de bien vieillir. Est-ce que l'âge est un frein à l'aventure ? C'est une question qui m'a taraudé souvent. Il y a un Japonais qui a monté l'Everest à 76 ans, je crois. Mais je crois qu'il était aux 3/4 porté par les Sherpas. Donc, est-ce que c'est ça, monter l'Everest ? Voilà, je me pose des questions. On a Francis Joyon, qui est un navigateur, qui a le record du Tour du Monde actuellement. Il a 66 ans, il n'a pas envie de s'arrêter, là son sponsor vient de le lâcher, il va essayer d'en chercher un autre, ça veut dire qu'il est reparti vers d'autres projets. Bon, l'âge va devenir une limite, c'est nécessaire, mais je connais aussi un type qui a traversé, c'est un Polonais je crois, qui a traversé l'Atlantique Nord à la rame, en venant des États-Unis vers l'Angleterre. Il avait, je crois, 74, 75 ans. Bon, à un moment, ça s'arrête, et c'est biologique, et c'est comme ça, mais je pense qu'on peut aller très loin. On peut aller encore très loin dans l'aventure, même avec un âge certain. Le plus important pour quelqu'un qui a envie de se lancer dans des défis extrêmes, quel que soit son âge, c'est de se préparer.
c'est de se préparer à l'avance, parce qu'il ne s'agit pas de se lancer dans un truc impossible en n'étant pas en capacité de le faire, et puis d'appuyer sur un bouton et d'avoir une balise qui va vous chercher des secours, et de faire prendre des risques à des gens pour venir vous chercher. Ça, pour moi, c'est pas ça l'aventure. Donc il faut se préparer. Il faut se préparer physiquement, comme je l'ai dit tout à l'heure, petit à petit. Je l'ai dit, on n'est pas obligé de faire 4 heures de muscu par jour, mais on doit s'entretenir. Il faut se préparer techniquement. Traverser l'Atlantique à la rame ou avec un bateau, ou partir dans le désert avec un char à voile, ça se fait pas comme ça avec un truc du commerce. Ça se fait en ayant travaillé la technique, en ayant rencontré des gens, en ayant compris comment ça allait se passer, en se préparant mentalement. Enfin, c'est tout ça qu'il faut faire. Et après, le champ des possibles est infini. On peut faire des tas de choses. Mais par contre, moi, ce que je demande à tous, c'est de ne pas faire n'importe quoi, parce que ça n'engage pas que vous quand vous faites n'importe quoi. Ça engage les autres qui vont venir vous chercher. Je ne sais pas si j'inspire d'autres personnes, mais en tout cas, j'en ai le souhait. J'aimerais bien inspirer, non pas des personnes pour partir faire des traversées, des choses comme ça, mais pour les inciter à se dire, tiens, en fait, il a raison, il a quand même 64 ans, il part sur un petit bateau de 6,50 m, faire une traversée de l'Atlantique en solitaire, c'est pas facile. Bah moi, je peux pas faire ça parce que j'ai pas envie, mais par contre, s'il arrive à faire ça, moi, je peux faire autre chose. Peut-être que si je me remets à bouger, je vais me remettre à faire du tennis avec mon petit-fils, et j'ai toujours rêvé de ça. Et je vais me remettre à faire un petit morceau de GR qui traverse les Pyrénées. Voilà. Et ça pour moi, ça me ferait plaisir. Enfin, je serais heureux de ça, d'avoir inspiré des gens, non pas pour faire des exploits, mais pour se remettre, pour se relancer, et pour se dire finalement, on est mieux à bouger, à rencontrer les autres qu'à rester chez soi à regarder la télé. Tu ne peux pas faire tous ces défis seul. Comment arrives-tu à convaincre tes sponsors et partenaires de t'accompagner dans une nouvelle aventure ? Tout ça se fait pas sans partenaire. Parce qu'on est là, il ne s'agit pas simplement d'acheter, dans les sports que je fais, d'acheter une paire de baskets et de prendre un short et de sortir. Il faut du matériel, il faut des engagements financiers importants, il faut s'inscrire à des courses. Il y a des bateaux, par exemple, là, on va parler de la Mini Transat que je vais faire dans quelques mois maintenant. Il faut transporter le bateau, il faut le ramener. Enfin bref, on a besoin de pas mal de budget. Alors, ma démarche pour toutes ces courses-là, enfin, toutes ces aventures-là, c'est évidemment de chercher des partenaires. À tous les âges, j'ai cherché des partenaires, j'avais plusieurs modes pour le faire. Et puis, quand j'ai atteint la soixantaine, je me suis dit que, en fait, j'avais envie de promouvoir un truc, c'était de faire des aventures, mais pas que pour moi. Jusqu'à maintenant, je les faisais que pour moi, quelque part, voilà. Et j'avais envie de partager quelque chose. Et on en parlait tout à l'heure, d'inciter peut-être, ou d'aider des gens à se repositionner, à réfléchir sur leur vie. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? Et je me suis dit, là, ce que je commence à faire, c'est un truc pour les seniors. Et est-ce que le sujet, ce ne serait pas de parler des seniors, de faire bouger, d'aider à faire bouger les seniors, de leur faire prendre conscience de leurs capacités, parce que quand on est senior, la vie continue, et largement d'ailleurs. Et je me suis dit, voilà, je vais chercher des partenaires autour dans ce monde de la Silver Economy. Silver Economy, c'est l'économie des seniors. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prospecter des partenaires qui me semblaient les plus adaptés à mes valeurs. Parce que mes valeurs, c'est pas simplement réussir ou c'est pas gagner de l'argent, c'est partager, c'est être ensemble, c'est s'engager. C'est ça mes vraies valeurs. Et donc, j'ai cherché et je suis tombé sur plusieurs entreprises avec qui, alors il y a eu des mutuelles, pas mal de choses qui allaient bien avec mes valeurs. Et puis, je suis aussi tombé sur Audilab et sur son président que j'ai pu contacter et avec qui on a eu un échange. Et tout ce que représentait Audilab, quelque part, avec des valeurs fortes d'écoute. Et c'est le moins qu'on puisse dire, puisque c'est leur métier. Moi, ça m'a complètement plu. Je me suis exactement trouvé là-dedans. Pour moi, bien vieillir, c'est bien entendre. Et bien entendre, c'est bien vieillir. Donc, ça correspondait tout à fait à ce que je voulais démontrer. C'est-à-dire, pour bien vieillir, il faut être en bonne santé, il faut s'entretenir, il faut écouter les autres, il faut être entendu par les autres. Et bien, c'est tout ça qui nous a plu. Et je crois, l'un et l'autre, Benoît Roy, et puis donc le président d'Audilab, et puis moi-même, on s'est retrouvés sur ces axes-là. Et ça a été vraiment une découverte et un plaisir. Et depuis, ça, c'était pour ma première traversée à la rame. Et puis, quand j'ai lancé ce projet Mini Transat en solitaire, qui était aussi très engagé, eh bien, j'ai aussi repensé à Audilab, et puis on est reparti ensemble.
À court terme, eh bien, donc, je me suis inscrit, donc c'est toute la démarche que nous avons lancée avec Audilab, à la prochaine Transat 650 ou Mini Transat. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une Mini Transat ? Eh bien, c'est une course qui a lieu tous les 2 ans, qui est presque une des plus anciennes transatlantiques. Elle existe depuis très longtemps. Et c'est une course à travers l'Atlantique sur des bateaux de 6,50 m et en solitaire. Alors, ça fait déjà 2 trucs compliqués, ça. 6,50 m, parce que le bateau est tout petit, c'est parfois plus petit qu'une cuisine. Et puis, comme on le dit, l'intérieur d'un bateau comme ça, c'est l'équivalent de l'intérieur d'une Twingo. Et puis, la deuxième chose difficile, c'est le solitaire. Le solitaire, c'est beaucoup d'engagement. Vous avez que 2 bras et 2 jambes et une seule tête. Et parfois, ça manque cruellement quand on est en solitaire. Donc, cette Mini Transat part cette année des Sables d'Olonne, le 24 septembre 2023. Et ça prendra à peu près 1 mois, tout compris de navigation, pour aller jusqu'en Guadeloupe, puisque c'est sa destination. Alors, le travail que nous avons monté, et surtout qu'a monté Audilab, c'est bien sûr de travailler sur la promotion du bien vieillir, ce qui est mon cœur de sujet. Alors, Audilab, de son côté, a une actualité très forte là-dessus. D'abord, c'est son cœur de métier. Quand on entend bien, on vieillit bien. Enfin, en tout cas, on vieillit moins mal que quand on n'entend pas, ça c'est clair. Et donc, Audilab a beaucoup d'actions autour de ça, et ça c'est son métier, et c'est normal. Et ce que moi j'essaye de transmettre avec eux, c'est la même chose. Bien vieillir, c'est être en bonne santé. Et donc en bonne santé, c'est bien entendre. Et tout ça, ça va dans le sens de ce que j'ai voulu développer jusqu'à maintenant. C'est pour aller loin, pour durer, il faut bien se préparer, il faut bien travailler, être à l'écoute des autres, et être à l'écoute, c'est ce que fait Audilab avec l'ensemble de ses clients. Alors, avec Audilab, nous avons plusieurs valeurs communes. D'abord, c'est, j'ai envie de dire, c'est normal pour Audilab, mais c'est de l'écoute. C'est important de savoir écouter l'autre pour pouvoir progresser ensemble. Et c'est aussi l'engagement. Moi, j'ai vu que Audilab s'engage, d'ailleurs il le fait avec moi, mais il l'engage aussi avec ses clients. J'ai vu son président, l'engagement de toutes ces laboratoires, je crois que ça s'appelle des laboratoires ou des centres, qui sont autour de cette marque. Et pour moi, ça c'est très important aussi. Et puis il y a la solidarité. J'ai l'impression que le travail qui est fait par Audilab, c'est pas un travail que mercantile. C'est normal de gagner sa vie et de gagner de l'argent aujourd'hui, il n'y a rien à dire contre ça, mais je pense qu'il y a de l'humain, et que l'humain est très important. Et le peu que j'ai pu voir, et pas le peu seulement, parce que j'en ai vu quand même pas mal, des personnes d'Audilab, il y a un côté humain, un côté ouvert vers l'autre, un côté où on est là pour aider, pour comprendre. Et puis s'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que le produit que l'on propose n'est pas adapté, on ne le vend pas. Et il y a une compréhension de l'autre, de son réel besoin, et je trouve que ça c'est formidable. Dans ma vie, aujourd'hui, j'ai accompli 1% de ce que j'aurais aimé faire, parce que il y a plein de choses que j'aurais aimé faire mieux. Rencontrer plus de gens, mieux de gens, aimer mieux peut-être, avoir plus d'enfants, de faire plus de courses comme j'aurais voulu le faire, rendre mes employés avec qui j'ai travaillé plus heureux. Et voilà, c'est des choses que bien sûr qu'on peut pas avoir tout accompli, c'est tellement compliqué. Bon, à côté sportif, ce qui est le cas qui nous occupe aujourd'hui, là encore, j'ai quelques regrets. J'ai jamais fait la Coupe de l'América, j'aurais aimé faire la Coupe de l'América, j'aurais aimé faire les Jeux Olympiques aussi. Je m'y suis pris un peu trop tard en voile. Et bon, voilà, mais non, il y a plein de choses encore à réaliser. Qu'est-ce que je vais être malheureux le jour où tout va s'arrêter ? Mes futurs défis que j'ai envie de faire, vous voyez, j'en ai toujours, ce que je disais tout à l'heure, mais j'ai très envie, il faut que j'en parle à mon partenaire préféré, j'ai très envie de grimper un sommet de plus de 8000 mètres dans l'Himalaya. Ça me taraude, mais c'est compliqué, parce qu'avec l'âge, ça devient de plus en plus compliqué quand même. Il ne s'agit pas de faire ça, comme je disais tout à l'heure, porté par des Sherpas. Il s'agit de le faire avec ses pieds et ses bras. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai envie de faire assez rapidement. Et puis j'ai encore une autre transat qui est déjà prévue pour 2025, mais j'espère qu'il n'y aura pas de fin. Et qu'on va continuer ensemble à franchir des nouvelles frontières, des nouvelles barrières, et que
J'espère, comme je le disais tout à l'heure, pouvoir inspirer quelques personnes, leur permettre de se lancer sur des choses qu'elles n'auraient pas osé faire, tout simplement, ne serait-ce que bouger, sortir de son canapé. Et ça, pour moi, ce serait déjà une réussite. J'aurais servi à quelque chose dans ce monde. Ce récit inspirant montre que même à plus de 60 ans, il est possible de relever des défis qui paraissent insurmontables. La mer est un lieu de liberté, d'exploration et de découverte. Et cette histoire nous rappelle que nous avons tous la capacité de nous aventurer au-delà de nos limites et de vivre pleinement l'instant présent, peu importe notre âge. Afin de suivre Philippe Berquin dans cette aventure, retrouvez-le sur Instagram ou Facebook ou sur notre site audilab.fr.